Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue, bonsoir, 19h28 sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi. Nous sommes avec vous pendant une bonne demi-heure, voilà, jusqu'à 20h. Bienvenue à vous qui nous écoutez. 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Pour participer, réagir, débattre, témoigner, Jérôme Laverny m'accompagne comme tous les mardis soirs. Bonsoir Jérôme, directeur du réseau national Émission Emploi. Bonsoir, ça va bien Jérôme? Ça va très très bien. Parfait. Le travail c'est la santé, rien faire c'est... Bah oui. Alors le travail, est-ce la santé? C'est la question que l'on va se poser ce soir. Est-ce qu'on est heureux de travailler? Est-ce que le travail permet de se sentir bien, d'être en bonne santé? Ou alors est-ce qu'il est source de mal-être, de maladies physiques? Alors c'est vrai que le travail occasionne de la fatigue, évidemment. On est stressé, parfois sous pression. Et c'est pas forcément bon pour notre santé. Alors est-ce que le travail, c'est vraiment la santé? On va en parler, on va en discuter, on va échanger, on va en débattre avec nos invités que je vous présente tout de suite. Marie-Josée Gallas, directrice du Centre Épi de Montry. Bonsoir Madame Gallas. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vincent Godbout est avec nous, délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonsoir Vincent, bonsoir à vous. Jean-Claude Dalgène est avec nous, directeur général du cabinet Technologia. Bonsoir mon cher Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors Jérôme Laverny, c'est vrai que parfois elle peut être risible cette question, le travail, est-ce la santé? Alors on peut être partagé, on a plein d'arguments pour dire oui, mais on a également plein d'arguments pour dire non. Oui, et les philosophes ne manquent pas et se sont succédés. Alors certains ont fait quelques brefs éloges de l'oisiveté, mais bref, la plupart du temps, ils ont bien apporté la démonstration, Montaigne et les autres, de la nécessité impérieuse d'avoir, si ce n'est au moins un travail, mais une activité. Et ceux qui se sont rangés derrière, comment dire, le concept de l'abord pour dire combien il y avait une espèce d'esclavage avec y compris le terme originel de travail, tripalium, était vite contrecarré par le fait aussi qu'il y avait l'opus dei, c'était aussi un travail et une œuvre, on dit un opus s'agissant de l'œuvre. On sort d'une crise sanitaire où précisément on a vu des gens qui, interrompant leur travail, se retrouvant chez eux, quelles que soient les conditions, ont parfois éprouvé un certain nombre de problèmes, car en réalité, s'il est question de santé au travail, il est question aussi de santé en absence de travail. Il va falloir qu'on en parle aussi. On a eu et on constate depuis un certain nombre d'années des problèmes de burn-out, burn-out, qui sont des concepts un peu bizarres, parce qu'en réalité, le français est largement outillé pour pouvoir définir ces choses-là. Ne rentrons pas dans les périphrases cuistres. Mais bon, bref, il y a des problèmes au travail et puis il y a des problèmes pour les demandeurs d'emploi, pour les chercheurs d'emploi, comme on les appelle de façon conjointe avec Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors, évidemment aussi, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un aspect social, il y a un aspect culturel qui va en droite ligne des problèmes peut-être de santé. Manifestement, lorsque l'on rencontre quelqu'un dans une soirée ou pour la première fois, la question du travail est une des premières qui surgit. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et combien il peut être déjà relativement douloureux, si ce n'est pathologique, de n'avoir rien à répondre à cette toute naturelle question. Alors, on va y revenir évidemment. Parlons en tout cas de la santé. Alors, lorsqu'on travaille, on va revenir, vous avez raison, sur ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vincent Godbout, tiens, qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Est-ce que le travail, c'est la santé? Compliqué de répondre. Hein. La réponse est très compliquée. Nous, on a fait une étude avec auprès de 1000 chercheurs d'emploi et qui tous nous disent, mais finalement... Quand j'étais au travail, j'étais en meilleure forme qu'aujourd'hui que je suis en recherche d'emploi. D'abord en meilleure forme psychique, mentale, mais aussi en meilleure forme physique. Et puis pendant la crise, j'ai dû faire des choix. J'ai dû choisir entre m'alimenter correctement ou me soigner. Et finalement, beaucoup de personnes nous ont dit on a renoncé à se soigner pour manger correctement en famille. Et ça, c'est quand même une... surprise négative qu'on a constatée dans l'étude que nous avons faite auprès de 1000 chercheurs d'emploi. Oui, Jérôme. Manifestement, en tout cas, je ne suis pas outillé ni intellectuellement ni philosophiquement pour rebondir sur toutes les théories, mais clairement,
clairement, on ne ressort jamais indemne, quelle que soit la gravité des dommages, on ne ressort jamais totalement indemne d'une longue période d'inactivité, d'oisiveté, surtout quand elle est un petit peu sanctionnée par l'absence de réponse à la question qu'on omet de façon liminaire. Ouais. Oui, et puis souvent, quand on perd son emploi, on se retrouve seul. En 9 mois, on est seul. Donc on souffre d'abord d'isolement. Oui. Et mentalement, c'est très difficile, au moment où vous êtes le plus faible, de vous présenter devant un employeur qui vous demande d'être le meilleur. Vous devez être le meilleur alors que vous êtes le plus affaibli. Et ça, c'est très compliqué. Alors ça, faut en parler, parce que certains de nos auditeurs pourraient avoir la tentation de considérer derrière le mot dépression, mal-être, malaise, peu importe, des choses très très vagues. La solitude, c'est vraiment quelque chose de terrible, parce que la solitude, c'est pas la solitude au moment où on la dit, où on l'expose, c'est la solitude le soir, le matin, l'après-midi, dans les démarches administratives. C'est la solitude au bout de quelques mois de ne pas avoir eu des rencontres, des réunions fréquentes. Cette solitude, c'est terrible. Et c'est une solitude en plus qui vient au croisement de la société dans laquelle nous sommes, où les divorces sont si nombreux, où il y a une certaine forme d'individualisme encore plus accru que peut-être précédemment. Et là, tout explose, véritablement. C'est l'antichambre des problèmes de santé, immanquablement. Marie-Josée Gallas, alors bien dans le micro, Madame Gallas, pour parler. Tiens, dites-nous, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que le Centrépide ? Ben, écoutez, tout d'abord, pour revenir sur votre question, le travail, c'est la santé. C'est une excellente question. Mais en tout cas, je peux vous affirmer que l'absence de travail a un impact sur la santé. Et la santé, ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé morale. La santé mentale, on en a parlé. Alors, les Centrépides, vous savez, nous accompagnons les jeunes qui n'ont pas d'emploi, justement, qui sont en recherche d'emploi. Et nous sommes implantés sur toute la France avec des centres qui accueillent ces jeunes pour les accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle. Et qu'est-ce que vous constatez alors qu'est-ce que vous constatez chez ces jeunes donc que vous essayez Philippe, de juste un petit préambule quand même pour présenter, si vous me permettez, Madame Gallas, le Centrépide, parce que peut-être qu'elle aura la discrétion. En tout cas, moi, je vais m'autoriser à le faire. Allez-y. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai été beaucoup en Creuse. Alors ça force un peu la loquacité. Bref, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, les Centrépides accueillent des jeunes qui ne sont pas diplômés et les accompagnent dans un contexte. Non pas militaire, mais disons, il y a une organisation. Ils font juste un travail extraordinaire. Voilà. C'est une institution absolument fabuleuse qui est menée de main de maître par des gens comme Madame Gallas, qui accompagnent des jeunes qui sont parfois en perdition totale, et qui, en tout cas, nous, on les rencontre avec suffisamment de fréquence pour que ce que je dis là, avec la plus grande des sincérités, repose sur les faits de ces rencontres, requinquent ces jeunes-là et sont dans une posture et dans une situation d'employabilité au bout de quelques mois. Donc, premièrement, chapeau bas à Madame Gallas et à tous ses collègues de Centrépide, parce que c'est pas très très connu. Il y a peut-être plein d'auditeurs qui ne connaissent pas. Sûr, donc j'invite à regarder le site internet, j'invite à regarder sur YouTube les témoignages du Centrépide, particulièrement de Montry que dirige Madame Gallas. Ces gens-là font un travail extraordinaire. Et donc, alors désolé, mais je pouvais pas me retenir. Alors, sur la santé aussi. Donc. Évidemment, mais vous accompagnez ces jeunes donc, si on a bien compris, vous les requinquez, il l'a dit Jérôme Lavernier, et vous les accompagnez donc jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc jusqu'au bout en fait, vous accompagnez jusqu'au bout. L'EPID, il faut savoir que c'est 20 centres sur toute la France. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est bien, c'est très bien. Nous accompagnons les jeunes de 17 à 25 ans. Et qui sont considérés comme étant les plus éloignés de l'emploi, qui ont le plus de difficultés. Et nous les accueillons quasiment 24 heures sur 24, puisque 5 jours sur 7 aujourd'hui, à partir du 1er janvier, 7 jours sur 7. Et justement, nous les accompagnons sur toutes les dimensions. L'insertion professionnelle, la remise à niveau, la citoyenneté, l'éducation au code de la vie en société et en collectivité, et enfin le volet sanitaire et social. Et ça, c'est fondamental. Et c'est là où on se rejoint ce soir sur la question de la santé, parce que vous savez, quand on est un jeune
Et vous parlez justement de solitude, Jérôme. Vous savez, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde connaît tout le monde. Mais en fait, les jeunes sont aussi très seuls et souffrent beaucoup de l'impact de cette solitude parce qu'ils sont seuls face à leurs problèmes de santé physique, mais des problèmes de santé qui sont aussi à l'intérieur, qui ne se voient pas sur le corps. Et nous, à l'EPID, comme nous avons une approche globale, travailler sur ces questions de santé et ces questions sociales, c'est fondamental pour l'insertion parce que ces blessures de l'âme, ces blessures du corps, si elles ne sont pas traitées, elles bloquent l'insertion professionnelle. Parce que pour rentrer à l'emploi et garder son emploi, il faut être en bonne santé. Alors, comment on fait à l'EPID? Il faut savoir déjà que nous avons des ressources. Nous avons une infirmière à temps plein, ainsi qu'une assistante sociale à temps plein. Mais nous avons aussi toutes sortes de partenariats pour travailler sur toutes les problématiques qu'un jeune peut avoir, que ce soit des problématiques de santé. Vous savez, l'accès à la santé, le droit à la santé, beaucoup de jeunes ne le font pas valoir. Donc, vous connaissiez Jean-Claude Delgen, directeur général du cabinet Technologie. Vous connaissiez les centres EPID ou pas, Jean-Claude Delgen? Non, à dire vrai, c'est intéressant. Oui. Je pense que, d'ailleurs, je pourrais peut-être, pour ceux qui sont un peu formés, au moins en finance et en sociologie, je pourrais peut-être embaucher 3 ou 4 personnes, parce que nous, on a des demandes là-dessus. Pour répondre un peu à votre question sur la question du travail, est-ce que c'est la santé? Il y a une réponse qui est toute simple pour montrer combien le travail est important dans nos vies, qu'on en ait un ou pas d'ailleurs, parce que c'est, je dirais, ça occupe la majorité de notre existence. Eh bien, il suffit de regarder les passages à l'acte suicidaire. Les chômeurs, par exemple, les gens en précarité sont 3 à 4 fois plus, je dirais, en risque de passage à l'acte suicidaire que les gens qui sont en activité. Alors la grande différence, je pense, qu'il peut y avoir entre ceux qui travaillent, c'est la question du travail. Est-ce que le travail est choisi ou est-ce qu'il est subi? Si vous travaillez, par exemple, dans une chaîne d'assemblage automobile, c'est évident que quand vous allez arriver sur place, le travail sera subi. Vous allez vous mettre en mode robot, comme on dit, pour faire votre activité. Vous allez vous oublier pendant 6, 7, 8 heures pour pouvoir gagner votre vie, tout simplement. Le travail subi correspond à peu près à 30% de la population, à peu près aujourd'hui active. En général, les Français, dans toutes les études qui sont publiées, sont aujourd'hui à peu près satisfaits de leur emploi. Et on voit bien donc l'importance du travail dans nos vies. On l'a vu avec la grande crise qui est survenue, donc avec le grand confinement de mars 2020, où ce confinement a généré une profonde dysrythmie sociale. Cette dysrythmie sociale a conduit à la perte d'habitude, à la perte de repères, à la perte de routine et a laissé exploser, ça a été dit tout à l'heure, les dépressions, les troubles anxieux. On voit aujourd'hui que la reprise de la crise conduit aussi à une très grande anxiété. On a donc doublé le nombre de dépressions en France entre 2020 et 2021. On est passé de 3 millions à peu près de personnes dépressives à 6 millions. Tout cela lié en fait à l'activité professionnelle. C'est aussi une autre réponse pour montrer combien le travail est un lien de socialisation aujourd'hui. Il y a, après-guerre, par exemple, il y avait des différentes formes de socialisation. Il y avait par exemple les grands partis politiques, il y avait la place de l'église, il y avait énormément de moyens de se socialiser. Aujourd'hui, le travail reste quasiment avec la famille le seul lien de socialisation pour l'individu. Vous voyez, donc, c'est important ce qui a été dit, de montrer combien il faut faire attention au travail, combien il faut prendre soin du travail, parce que quand le travail va mal, par contre, on en fait vite une maladie. Et donc, il est très important le travail qui est mené par les uns et par les autres pour insérer, en particulier les jeunes, mais pas que les jeunes, les personnes qui perdent leur emploi à 50 ans aujourd'hui en France, c'est une vraie galère pour remonter dans le train de l'activité. Quand vous êtes marginalisé, senior, considéré comme étant has-been, c'est très compliqué pour retrouver un job. Donc, il est très important de permettre ces passerelles pour travailler tout simplement, gagner sa vie avec dignité. Ça a été dit par votre premier intervenant, la dignité, l'être humain se construit au travail, il se construit une identité, il se construit bien sûr un revenu, il est avec les autres au quotidien et bien sûr il se nourrit sur le plan narcissique par la qualité du travail rendu. Donc tout ça c'est constitutif d'un individu et c'est vraiment essentiel.
Alors pour conclure sur ce thème, Jérôme Laverny, sur ceux qui sont en recherche d'emploi, on parlera évidemment après de ceux qui travaillent et on reviendra sur les burn-out et ce nouveau phénomène du burn-out. Pour conclure sur cette partie, Jérôme, c'est une partie de l'iceberg. C'est vraiment l'amplification de ce que vit le restant de la population au travail. On parle de solitude, ça n'est pas l'apanage des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi, mais les problèmes de santé, c'est des problèmes de consultation. On a des problèmes aujourd'hui pour consulter un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Et ben ça l'est encore davantage pour des chercheurs d'emploi. Tout devient un petit peu plus compliqué. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans une plainte ou une complainte, mais il s'agit non plus d'ignorer le réel souci qui accompagne un chercheur d'emploi dans la solitude. Solidarité Nouvelle face au chômage lutte aussi contre la solitude dans l'accompagnement. Je ne me substitue pas à la parole de Vincent Godbout. Il faudra qu'on en reparle. Évidemment. Allez, on va revenir dans quelques minutes. Vous écoutez Sud Radio, les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Le travail, est-ce la santé? C'est une vaste question. On va poursuivre notre discussion, notre débat et tenter de répondre à toutes ces questions. Restez avec nous, on revient aller dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la... Vous écoutez les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. Le travail, est-ce la santé? Henri Salvador l'affirme et nous on se pose la question, on va essayer d'y répondre. À mes côtés, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Marie-Josée Gallas, directrice du Centre Épide, un des 20 centres Épide qui se trouve à Montry. Vincent Godbout, délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Et puis Jean-Claude Delgen qui est avec nous, directeur général du cabinet Technologia. Dans la première partie de l'émission, on a évoqué ce mal-être et cette solitude de ceux qui sont à la recherche d'un emploi. J'aimerais qu'on parle des problèmes de santé de ceux qui travaillent. Alors vous disiez, Jérôme Laverny, vous évoquiez le problème qui doit être reconnu, je l'espère, qui va être reconnu comme une maladie professionnelle, le burn-out. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de cas de burn-out et de ce nouveau phénomène qui est le bore-out, voilà, ceux qui s'ennuient au travail. Est-ce qu'on donne pas assez d'importance au burn-out, vous trouvez en tout cas, mal. On en parle, mais on agit mal. Et précisément, on est dans une société qui est aussi bavarde que moi, et ça, c'est pas bon, parce qu'on communique beaucoup sur la santé au travail. On a des entreprises qui affichent un nombre réduit avec ces grands voyants lumineux d'accidents du travail. On a des entreprises qui organisent des fiestas régulièrement. On a des entreprises qui se soucient du bien-être. Et alors là, faut voir comment on s'en soucie, parce que Nicolas Bouzou et Juliette Funès l'ont démontré. À quoi bon imaginer qu'une entreprise a pour mission de rendre heureux les gens lorsque, par de menus détails, le simple fait de dire bonjour parfois entre un manager. Vous voyez, si une grande réunion, si une fiesta au Club Med côtoie un traitement très dur d'un manager, alors ça n'a plus de sens. La réunion, elle n'a plus de sens. Les bonbons Haribo et les baby-foot n'ont plus de sens. Donc on parle beaucoup, on fait des réunions, on fait des conférences, on fait tout un tas de festivités, mais la fin du fin, l'ordinaire, les menus détails qui sont le sel de l'activité quotidienne de normal, je trouve qu'on s'en soucie mal, et on ferait bien en matière de management notamment de faire preuve d'un peu plus de pragmatisme et de simplicité. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse et le constat, Jean-Claude Delgen, de Jérôme Laverny? Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. J'ai publié 2 livres sur le burn-out, dont le dernier, qui a eu un grand succès, vient d'être publié en format poche. Ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est que il y a plusieurs choses. Il y a premièrement des exigences professionnelles qui sont de plus en plus importantes, qui tombent sur les salariés. Le salarié donc est amené, du fait y compris de l'accélération des rythmes sociaux, à répondre, à essayer de satisfaire. Donc alors, vous avez quatre phases globalement dans le burn-out. La première phase, c'est, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est la question, je dirais, de l'épanouissement. On a un job, par exemple un jeune qui arrive, qui prend son travail, il est content, il a des avantages, il a des inconvénients, ça le fait. Après, si on travaille beaucoup trop et trop longtemps, on rentre dans la seconde phase qui est le surengagement au travail. Surengagement, c'est là où on commence à sacrifier tout ce qui est
vie à côté du travail, la vie culturelle, la vie sociale, la vie familiale, tout passe par le travail. Après, on trouve souvent, en particulier sur certaines périodes, des gens qui vont aller encore plus loin et qui vont passer à la troisième phase, c'est l'acharnement frénétique. L'acharnement frénétique, là, la personne, elle travaille tellement qu'elle est un peu comme le sauteur de haie, le hurdler, vous savez, en athlétisme, elle saute les haies les unes après les autres. Elle est en mode robot perpétuel. Et là, effectivement, elle commence à commettre des erreurs, elle commence à se faire rabrouer par sa hiérarchie, qui lui dit « Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais habitué à mieux, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. etc. » Et là, la personne, elle est en souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle avait conquis, dans les 2 premières phases, une grande reconnaissance, qui est une nourriture narcissique importante pour nous, les êtres humains, et elle s'aperçoit en fait que là, alors qu'elle a tout donné, en fait, on lui fait des reproches. Donc là, c'est assez compliqué. Et très souvent, il va avoir 2 phénomènes. Premier phénomène, c'est que va apparaître ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. La personne commence à se questionner elle-même sur le bien fondé de son travail, si elle n'est pas à l'origine des problèmes, etc. Et là, ça peut créer ce qu'on appelle une crise identitaire qui peut l'amener véritablement très mal vers, y compris le passage à l'acte suicidaire. Et très souvent, la personne, pour essayer de reconquérir la reconnaissance qu'elle avait antérieurement, elle va se remettre, elle va se relancer dans un activisme débridé et elle peut être vers l'effondrement. Alors l'effondrement, c'est l'ADC, c'est l'infarctus, c'est la crise suicidaire. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là. Nous, on a étudié à peu près 1000 cas pour faire, je dirais, cette étude qui est reprise aujourd'hui globalement par tout le monde. Il faut comprendre que le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le premier intervenant, Jérôme Laverdy, ouais, voilà, il faut effectivement parler plutôt de syndrome d'épuisement professionnel. Ouais. On a combattu pour la reconnaissance aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est très compliqué à reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'on va demander aux personnes qui sont en syndrome d'épuisement professionnel de démontrer, lorsqu'on va instruire simplement leur dossier en reconnaissance, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles vont exiger que ces personnes-là aient 25% d'IPP, d'incapacité permanente professionnelle. 25%, c'est énorme. Il faut savoir que, par exemple, si vous faites une tentative de suicide avec des séquelles, vous pourrez être reconnu. Si vous faites une simple, entre guillemets, dépression à cause de l'épuisement professionnel, vous ne serez pas reconnu parce que vous serez à 15%. Et donc, tout se joue sur le seuil d'acceptabilité. Et donc, c'est pour ça que nous, on a avec d'autres, on a combattu pour abaisser ces seuils de 25% à 10% pour mieux reconnaître les maladies, parce que sinon, ce sont des maladies ordinaires qui sont prises en charge par le régime général de l'assurance maladie. Et donc, c'est une socialisation des pertes d'un côté avec le régime général et on ne traite pas les problèmes à la source en faisant en sorte que ceux qui sont responsables, comme ça a été dit tout à l'heure par Jérôme, de ces cas de burn-out ou de syndrome d'épuisement professionnel soient en fait amenés à les prendre en charge. Oui. Vous voyez, dernière chose, on a travaillé dans une entreprise dernièrement, 6000 personnes. Chaque année, 5 à 6% des personnes sortent en épuisement professionnel. Pourquoi ? Parce qu'une trop forte intensité de travail, parce qu'une non-considération, parce qu'une perte de sens. Et donc ça, c'est pas normal. Ces gens-là vont être pris en charge par la société et non pas par l'entreprise qui les emploie. Il faut changer. Justement, Vincent Godbout, délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors, vous avez très bien expliqué, Jean-Claude Delgen, le constat, les conséquences. Et alors surtout, évidemment, ce qui est très injuste, ceux qui, comme vous le dites, qui font une simple dépression liée à l'épuisement professionnel ne sera pas reconnu comme victime de burn-out. Quelles seraient les solutions ? Quelles sont les solutions, Vincent Godbout ? Oui, merci. Donc nous, à Solidarité Nouvelle face au chômage, on a créé un laboratoire avec des employeurs pour se poser la question du recrutement d'abord des personnes, de leur intégration dans l'emploi, parce qu'on pense que pour retrouver du sens dans son travail, il faut aussi être intégré d'une certaine manière. Et puis, on a publié un rapport l'été dernier sur les questions des séparations professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, l'emploi n'est pas un emploi à vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a parfois des séparations professionnelles, quelle qu'en soit la cause. Et il nous semble aussi important que ce moment puisse être un moment de reconnaissance pour la personne. Parce que elle sera en forme pour reprendre un nouveau travail ou dans une meilleure forme aussi pour reprendre un nouveau travail. Elle se sentira reconnue, donc moins seule, et donc permettra à la future entreprise
aux futurs employeurs d'avoir des salariés qui sont en meilleure santé au travail. Eh oui, mais oui, très belle initiative. Tiens Marie, dans la continuité, Marie-Josée Gallas, directrice du Centre Épide de Montry, vous accompagnez donc tous ces jeunes, vous les préparez, vous les requinquez, comme vous l'avez dit, vous les accompagnez jusqu'à leur réinsertion professionnelle. Est-ce que vous faites attention, vous et les Centres Épide, dans les premiers mois, que vous avez un œil dessus quand même sur ces jeunes, pour que ça se passe bien, pour que justement ils ne prennent pas le chemin de l'épuisement professionnel, de la mauvaise intégration, puisqu'on en parlait au travail. Marie-Josée Gallas. Le succès de l'intégration d'entreprise commence déjà par une éducation à la future vie en entreprise. Et ça, c'est pas quelque chose qui est courant dans notre éducation. Bien dans le micro, Marie-Josée Gallas, on vous entend pas très bien. Voilà, très bien. En fait, nous éduquons nos jeunes de façon à ce que quand ils intègrent l'entreprise, qu'ils y durent, qu'ils aient un emploi durable. Mais nous les éduquons aussi à prendre soin de leur santé. Et ces réflexes qu'ils auront acquis durant les 8 mois ou durant l'année qu'ils auront passé à l'Épide, ils pourront, lorsqu'ils seront en entreprise, se préserver, se protéger, trouver du sens, donner du sens à leur activité et justement leur permettre de s'intégrer et de trouver la juste place. Mais vous savez, les jeunes qui viennent à l'Épide ont des atouts qu'on peut-être n'ont pas d'autres demandeurs d'emploi, parce qu'ils ont déjà vécu plusieurs vies, ils ont subi les épreuves de la vie et quelque part ils ont développé une résilience qui fait qu'ils ont des atouts. Et donc, par rapport à cette résistance, par rapport au burn-out, au bore-out ou aux pressions qui peuvent être amenées à subir en entreprise, ils ont déjà des atouts et à l'Épide, nous renforçons cette force, ces forces. Alors, ce qu'on peut dire, pour conclure, il nous reste une petite minute, Jérôme Laverny, qu'on soit en recherche d'emploi ou qu'on travaille, le message à faire passer, c'est faites attention à vous. Oui, tout à fait. Et au pouvoir public et aux entreprises, attention aux postures de bonne conscience. Les forfaits jours, c'est très bien, mais attention aux horaires complètement sauvages et sauvagement pratiqués dans les entreprises. Les évaluations de fin d'année, c'est très gentil. Ce sont des grands-messes. Attention à ce qui se cache réellement derrière. Attention donc à ces grilles de bonne conscience, mais moi je revendique bien volontiers le concept que j'ai retenu de Monsieur Delgen d'acharnement frénétique pour que l'on se retrouve plus fréquemment pour en parler plus en détail peut-être sur certains aspects. Vous avez raison. Merci à vous Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Merci Marie-Josée Gallas. Merci directrice du Centre Épide de Montry. On a beaucoup appris sur les centres Épide. Vincent Godbout, délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage, et puis Jean-Claude Delgen. C'est toujours un plaisir, directeur général du cabinet Technologia. Dans quelques minutes maintenant, vous avez l'habitude, à 20h, c'est le Loft Music. Ça fait